Vous le savez, l'émission s'appelle La Voix est libre, une demi-heure pour parler de politique. Et on va prendre aujourd'hui, j'allais dire, des horizons très larges et à la fois des horizons locaux, puisque nous allons parler d'Europe, de région et de tourisme. On l'a vu juste à l'instant avec la réserve de Sijan, puisque notre invitée, eh bien, elle rassemble un petit peu tout ça dans ses missions. C'est Virginie Rosière. Bonjour Virginie Rosière. Bonjour. Virginie Rosière, vous êtes députée européen depuis 2 ans, vous appartenez au Parti radical de gauche et vous êtes au Conseil régional du Languedoc-Roussillon dans la majorité de Carole Delga. Tout de suite, on va prendre la direction de Bruxelles, mais avec un chiffre qui parfois doit vous interpeller, c'est la relation un petit peu difficile ou distante entre les Français et l'Europe. 75% des Français s'interrogent sur les bienfaits de l'Europe. Ça vous inquiète ou est-ce que l'Europe manque de pédagogie pour dire ce qu'elle fait et ce qu'elle fait bien ? Effectivement, l'Europe doit mieux faire connaître ce qu'elle fait, mais ce questionnement autour de la question européenne et du projet européen, malheureusement, il ne se pose pas qu'en France, puisque dans un peu moins d'un mois, ce sont les Britanniques qui vont se prononcer pour rester ou pas dans l'Union européenne. Et ça nous pose à tous question. Aujourd'hui, on doit se demander quel est le projet européen, qu'est-ce que propose effectivement l'Europe et amener à refonder, redonner un peu de sens, d'envie dans ce projet européen. Vous savez, au Parti radical de gauche, nous sommes des pro-européens, des fédéralistes. Et moi, j'ai ce très fort attachement à l'Europe. Et c'est pour ça que partout où je me déplace, j'essaie de montrer que l'Europe a du sens, qu'elle agit concrètement pour les citoyens. Mais aussi, j'appelle à une Europe qui redonne ce sens de la solidarité entre les peuples européens, et en particulier autour d'une dimension plus sociale. Lorsqu'on visite votre site web, il y a deux éléments, 2 chapitres qui apparaissent quasiment d'entrée. C'est une Europe de la croissance et une Europe des citoyens. Comment on fait pour l'un et l'autre ? L'Europe des citoyens, pour commencer, c'est peut-être le plus facile à faire vivre. L'Europe des citoyens, c'est ce que je m'attache à faire chaque fois, chaque semaine, quand je reviens souvent à Montpellier pour aller à la rencontre des citoyens, justement. J'ai une permanence parlementaire qui est là pour ça, qui est dans le quartier d'Antigone. Et puis, j'interviens souvent à la fois auprès des milieux économiques, auprès des lycéens, des étudiants, justement pour créer les conditions du débat. Et puis la semaine prochaine, je vais m'éloigner un peu de Montpellier pour aller à Toulouse et puis à Pau, où là aussi nous allons justement avoir ces débats sur l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est le travail d'un député européen ? Parce que nous sommes, nous députés européens, les représentants des citoyens. Et puis comment est-ce que l'Union européenne agit concrètement sur la vie des citoyens ? Alors l'Europe de la croissance, en ce moment, c'est un petit peu difficile. Est-ce que la politique économique vous convient ou est-ce qu'il faudrait relancer de manière keynésienne, mettre plus d'argent pour les grands projets, les constructions, les infrastructures ? C'est un premier pas qui a été franchi. Nous, c'était une demande très forte au début du mandat de relancer l'investissement pour justement remettre du carburant dans l'économie. Ça a été fait au travers du plan dit plan Juncker, mais qui était une demande très forte du groupe des socialistes et démocrates auquel j'appartiens au Parlement européen et sur lequel nous avons eu gain de cause. Nous trouvons que ce qui a été fait est utile, que ça pourrait être plus important, donc nous appelons un renouvellement de cet investissement. Et puis moi je pense aussi que l'Union européenne, elle doit, dans un contexte de concurrence mondialisée aussi, apporter du soutien aux PME, aux très petites entreprises, et éventuellement par le biais du plan Juncker pour aider au financement des petites entreprises, mais aussi pour les aider à valoriser leur production et à reconnaître les productions locales et artisanales, parce que ce sont les PME qui font le gros d'emploi. On va en parler, ça fait partie vraiment de votre cœur de cible au niveau du Parlement, mais un petit mot sur le traité transatlantique dont on parle beaucoup, dont on ne sait pas grand-chose. En lisant vos travaux, vous êtes un petit peu sceptique, dubitative quant au contenu de ce traité-là, hein ? Oui, comme je vous le disais, les politiques européennes, elles doivent soutenir nos entreprises. Moi, je n'ai pas d'avis a priori sur un traité de libre-échange. S'il est bon pour les entreprises européennes et pour les PME européennes qui représentent l'essentiel de l'emploi, alors c'est une bonne chose. S'il les met en péril, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'il faut refuser. Aujourd'hui, ce qu'on voit de l'état des négociations, c'est qu'on a un accord qui favoriserait possiblement les multinationales, américaines, européennes, peu importe, elles sont multinationales de toute façon, mais qu'on a un véritable péril sur les très petites entreprises parce qu'on est sur une dérégulation, sur une concurrence justement mondialisée où on affaiblirait, nous, nos exigences sociales, environnementales, et puis aussi sur la question des indications géographiques agricoles particulièrement. Le secteur agricole est un secteur qui peut être potentiellement très fortement déstabilisé par cet accord et on doit soutenir notre agriculture, donc c'est pour ça que je suis dubitative. Oui. On va parler de votre travail au Parlement européen, mais une précision avant d'avoir des responsabilités publiques. Vous avez, j'allais dire, un long parcours professionnel, polytechnique, vous avez notamment dirigé des sous-marins avant de terminer à Bruxelles en tant que fonctionnaire.
Et vous travaillez vraiment de manière très précise, vous, sur les inscriptions géographiques, l'IGP. C'est vraiment un élément important pour ce qu'est, allez, on va parler comme Brodel, l'identité de la France, l'artisanat, les métiers artistiques. C'est aujourd'hui un patrimoine. Avant toute chose, un patrimoine, quelque chose qui appartient à notre histoire, à notre culture. Mais puis c'est aussi un atout économique très fort. Je pense que dans chaque région, dans chaque département de France, on peut trouver des PME qui ont des savoir-faire qui sont extrêmement précieux, anciens, mais aussi qui s'intègrent assez bien avec de l'innovation et qui sont une ressource économique pour justement des territoires qui peuvent être aussi des territoires ruraux dans lesquels l'activité économique peut être fragile. Et on voit que de plus en plus, justement, parce qu'il y a une notoriété, parce que c'est une image de qualité, parce que c'est quelque chose que recherchent les consommateurs, eh bien on a des entreprises plus larges qui font produire ailleurs et qui se servent sans scrupule de cette notoriété, mais sans les exigences de qualité et puis sans la localisation de l'emploi. Donc c'est à la fois un patrimoine culturel qu'il faut préserver, c'est une question d'honnêteté vis-à-vis des consommateurs et puis c'est aussi une question d'activité économique et de santé économique pour nos territoires. On va continuer à développer le thème et je vous propose de prendre direction l'Aveyron, la Gueule, pour parler du célèbre couteau. C'était l'an dernier et vous allez nous parler de ce que vous proposez aux parlementaires européens pour améliorer la protection de ces inscriptions ou de ces indications géographiques. Le reportage. Notre nom ne nous appartient plus. Donc à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse du panneau ? C'était il y a presque 3 ans. La commune de Laguiole s'était elle-même débaptisée. Elle protestait contre la privatisation, depuis 1993, de son nom par un importateur du Val-de-Marne. Un nom qui s'était retrouvé apposé sur des briquets, de l'ameublement, des montres ou encore des barbecues fabriqués en Chine. Théoriquement, le nouveau label d'indication géographique qui protégera bientôt les bérets basques, le savon de Marseille et les couteaux de Laguiole devrait mettre fin à ces abus. C'est à la fois informer le consommateur sur l'authenticité de ces produits, sur la richesse de la production en France de produits manufacturés ou de ressources naturelles. Et puis c'est un aspect aussi de protection par rapport à la concurrence déloyale, puis de valorisation des savoir-faire. Pour les couteliers sur place, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais on reste méfiant. On l'a si longtemps attendu, ce label. On a un texte de loi, on a des décrets, c'est super, on avance, ça fait 7 ans. Donc si vous voulez, je suis ravi. La seule chose aujourd'hui que je ne veux pas, c'est dire on est sauvé. Un couteau fabriqué à 200 km de Laguiole, on est en train de dire ce sera un couteau indication géographique Laguiole. Ça, c'est clair, moi je m'y oppose ouvertement. Et bien dans son rôle, le maire de Laguiole appelle, lui, à l'union sacrée. Tout ce que je souhaite, c'est l'unité. Parce que ce projet d'IG Couteau de Laguiole est vraiment stratégique pour notre village et peut permettre, de donner de l'avenir aux générations futures. Mais il reste beaucoup de travail. N'oublions pas que sur 100 couteaux Laguiole vendus dans le monde, 5 seulement viennent de l'Aveyron. Le nouveau label ne fera pas de miracle. Virginie Rosière, c'était il y a 1 an ce reportage sur les hautes terres de l'Aveyron. Est-ce qu'à 1 an, la situation a changé ? Est-ce qu'ils sont sauvés, pour reprendre le terme de cet artisan ? Après, est-ce qu'ils sont sauvés ? C'est maintenant dans leurs mains. Les pouvoirs publics en France ont fait ce qu'il fallait pour que les producteurs puissent se mettre d'accord sur un cahier des charges pour protéger et identifier, avoir une identité forte et authentifiée sur leur production. Donc après, il y a un certain nombre de discussions entre professionnels. J'espère qu'ils vont vite arriver à se mettre d'accord, puisqu'effectivement, c'est autour d'un rassemblement collectif sur justement l'identité de Laguiole qu'on pourra le valoriser. Mais c'est que ces travaux au niveau national qui avaient été initiés à l'époque, puisque je faisais partie de son équipe par Sylvia Pinel, poursuivi par Carole Delga, oui, tout à fait. Ça part de ce constat qu'on a besoin de pouvoir identifier très fortement nos productions et les authentifier. La difficulté, et c'est pourquoi moi je me bats au Parlement européen, c'est qu'aujourd'hui, le travail est fait en France. C'est-à-dire que les outils sont là pour les professionnels pour qu'ils puissent authentifier leur production, mais simplement, ça ne vaut qu'en France. C'est un label qui a une légitimité, une portée contraignante en France, mais ça n'empêche pas, en Allemagne, en Espagne, de vendre en appelant, même si l'IG existe, Laguiole, de vendre du Laguiole qui est produit en Chine en l'appelant Laguiole, en Espagne ou en Allemagne. Et en fait, aujourd'hui, cette protection des produits artisanaux, elle existe, mais uniquement sur une base nationale, dans quelques pays européens. Donc ça veut dire que si demain, les producteurs de Laguiole veulent protéger leurs couteaux dans toute l'Europe, eh ben, ils doivent faire des démarches dans chaque pays, avec des procédures différentes, avec un coût à chaque fois. Donc c'est un premier pas, la protection nationale. C'était très important.
Et justement, c'est un premier pas qui doit nous permettre de construire une protection européenne. Pourquoi ce qui est possible pour les produits agricoles ne l'est pas pour les produits artisanaux? Pourquoi ces obstacles, ces difficultés? Simplement parce que ça n'a pas été prévu. Pour les produits agricoles, vous avez aujourd'hui une réglementation européenne qui unifie la protection, qui fait que vous faites les démarches une fois pour toutes et c'est valable partout en Europe et c'est reconnu partout en Europe. C'est la valeur ajoutée du projet européen, de l'Union européenne. Même en termes économiques, c'est une valeur ajoutée. Bien sûr, ça crée la plus-value. On voit bien ce que les études montrent que quand on a, avec le recul sur les productions agricoles, quand on a une IG, on peut avoir une augmentation de l'emploi jusqu'à 15 ou 20% et c'est 30% de chiffre d'affaires supplémentaire à l'export. Donc on voit bien que l'impact économique, l'impact pour l'emploi, il est immédiat. Donc c'était des travaux qui ont été menés sur le jambon de Bayonne particulièrement. Et on se dit que sur les productions artisanales, on peut avoir le même type d'effet positif si on donne cette visibilité et puis si on permet justement d'authentifier, parce que ça donne de la valeur ajoutée. Vous indiquez qu'il y a une véritable qualité, un véritable savoir-faire et donc forcément ça permet d'être valorisé à la fois sur le marché national, pour la clientèle touristique et puis aussi à l'exportation. Alors vous vous battez beaucoup sur ce sujet-là au niveau de Bruxelles. Est-ce que vos collègues sont de plus en plus convaincus? Est-ce que la Commission prête désormais une oreille attentive à votre travail depuis 2 ans? Oui, parce que dès mon arrivée au Parlement, c'est un sujet que j'ai voulu porter. Et j'ai été agréablement surprise de voir que ce qu'on imagine comme une spécificité française, c'est-à-dire ses savoir-faire, ce patrimoine, ou méditerranéenne, c'est vrai, mes collègues espagnols, italiens sont très moteurs, mais il n'y a pas que les Britanniques, que ce soit pour les tailleurs de Londres ou pour le tweed écossais, dans les pays de l'Est, en Grèce, en Bulgarie, en Slovaquie, vous avez énormément de production locale et avec une très forte demande d'authentification et de valorisation aussi, parce que c'est assez naturel de voir que quand on permet d'authentifier un produit, on peut justement, ça permet d'assurer sa qualité et donc de lui donner plus de valeur. Et donc on a un consensus au Parlement européen. J'ai présenté un rapport pour demander une protection européenne. Il a été adopté en octobre dernier avec une très large majorité, 600 voix, plus de 600 voix sur 751 députés. Donc c'est un très large consensus. Mais maintenant, nous attendons que la Commission européenne, c'est la Commission européenne qui peut proposer une législation, et donc nous attendons qu'elle se prononce. À mon goût, elle a été un petit peu lente, mais la semaine dernière, la commissaire en charge a annoncé pour la première fois que l'année prochaine, nous aurions une législation. Donc c'est une belle avancée de la part de la Commission. Donc pour faire simple, il y a bon espoir je suis très optimiste. Une sorte de directive rosière pour les artisans de l'ensemble de l'Union européenne. En tout cas, voilà. En tout cas, une directive pour nos artisans l'année prochaine. Et ça, c'est une belle avancée. Et j'espère qu'on pourra boucler le dossier très rapidement l'année prochaine. Oui. Depuis le début de l'émission, on parle d'Europe, d'identité, notamment avec ce travail sur les IGP. On va parler du nom de la région. Plus de 110 000 personnes ont voté par Internet. La région, le conseil régional auquel vous appartenez a retenu, comme on dit, une short list avec 5 noms. On va les voir à l'écran dans quelques instants. Vous avez une préférence sur ces 5 noms ou vous faites comme la présidente Delga, dit « je ne dis rien pour ne pas amener les électeurs et les citoyens à décider quelque chose ». Moi j'ai une préférence, mais après bien sûr ça doit être un nom qui suscite l'adhésion. Donc je vais vous donner ma préférence parce que moi c'est Languedoc, parce que je pense que c'est ce qui correspond le mieux à la réalité de ce territoire. Après, c'est historiquement, culturellement, je pense que pour moi, en tout cas dans ma perception personnelle de la région, c'est quelque chose qui correspond. Mais ce qui compte à la fin, c'est qu'on ait la plus forte adhésion et que chacun s'y retrouve. C'est pour ça que je trouve que cette démarche de large consultation, c'est une marche formidable. Parce que elle permet justement cette appropriation, le fait que chacun puisse participer au débat, donner son avis, se poser la question, se demander aussi comment il se représente la région, comment est-ce qu'il s'y retrouve. Et c'est comme ça qu'on peut justement assurer qu'on a une identité régionale, une visibilité régionale qui correspondent à ses habitants. Alors, vous êtes montpelliéraine, mais les racines familiales sont lozériennes. Lozérienne, catalane aussi, un peu tout l'ancien bassin. Comment va se passer le vote le 24 juin? Au niveau du groupe PRG, vous allez décider d'un vote commun ou est-ce que chacun des élus aura sa liberté de vote, liberté de conscience, comme c'est le cas souvent, notamment dans les groupes du PRG au Sénat ou à l'Assemblée nationale? Je pense que sur un sujet, on en débat entre nous, on a d'ailleurs des perceptions différentes, une diversité de points de vue. On va voir, mais je pense que sur un sujet comme celui-là, où justement c'est vraiment des questions de sensibilité personnelle qui s'expriment, je pense que le débat est riche et agréable par ailleurs, et
chacun pourra s'exprimer selon sa sensibilité. Vous nous avez donné votre avis, on va écouter l'avis des entrepreneurs. Ils étaient réunis cette semaine à Narbonne par le magazine Objectif Languedoc pour parler justement du nom de la région et surtout des perspectives d'exportation. Et le mot Languedoc n'est pas forcément revenu de manière très régulière dans leurs avis. Le reportage à Narbonne, c'était cette semaine. Le nom pour la région, les chefs d'entreprise y mettent aussi leur grain de sel. Réunis en colloque cette semaine à Narbonne, les perspectives d'une région à 1000 potentialités ont été évoquées. Et le nom doit participer à cette dynamique. Rayonnement, caractère, identification, l'idée de Pyrénées-Méditerranée est revenue souvent, mais pas seulement. Si nous avons un nom de région qui va amener du tourisme, qui va amener d'autres éléments, et qui permettent de pouvoir dire « je suis fier de la région à laquelle j'appartiens », ça veut dire que je vais véhiculer ma région économique qui est Pays d'Oc, et je véhiculerai aussi ma région identitaire de là où je suis localisé, et les deux seront très certainement bénéfiques à l'un comme à l'autre. Donc Occitanie pour vous? Oui, mais je ne vais pas non plus, ne croyez pas que... C'est pour ça que je me suis permis de le dire, parce que vous avez vu, je suis tellement embrouillé dans tout ça, que j'ai dit je ne participerai certainement pas au vote. Ce nom-là doit être représentatif de la région, tant dans ses valeurs que de son identité, que sa connaissance à l'étranger. Pyrénées-Méditerranée, ça sonne bien. Pour moi et pour les entrepreneurs et pour le tourisme, ça me paraît être celui qui est le plus adapté. Un nom visible à l'international avec son imaginaire et un storytelling possible, voici les atouts demandés. Le tissu d'entreprise ici est constitué de PME, TPE. De fait, le nom de la région, s'il est bien choisi, peut apporter de la visibilité à l'export. La marque Ombrelle Sud de France avait plutôt bien porté le territoire. Il n'y a qu'à voir le travail qui avait été fait de façon admirable avec la marque Sud de France, même si certains peuvent aujourd'hui décrire certaines choses. Voilà, parce qu'au départ, Sud de France, c'était d'abord pour le vin, puis après, on a fait rentrer un petit peu tous les produits. Mais néanmoins, cette marque a vraiment rayonné à l'international, elle rayonne encore, et c'est très important d'être dans cette lancée-là. Carole Delga a participé au débat, mais la présidente n'a pas souhaité donner son choix. En revanche, 110 000 personnes l'ont déjà fait via Internet. Alors un nom qui porte comme une marque, c'est aussi votre avis, Virginie Rosière? Oui, mais je pense il faut que ce soit une identité très, très forte pour la région, une visibilité, quelque chose qui représente la région. C'est pour ça que, pour représenter la région, il faut représenter ses habitants. C'est pour ça que cette consultation, je pense, est justement un gage d'ancrage très fort du nom et d'adhésion. 110 000 personnes, comme nous disions. Oui, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Mais, et après... Il n'y a pas de vérité sur... moi, je vous ai donné mon avis, mais il n'y a pas de vérité. Je trouve que l'ensemble des noms ont chacun leur intérêt. Ce qui compte, c'est de susciter l'adhésion. Donc, et c'est qui est la population de la région derrière. On doit se renouveler, justement, trouver à la fois quelque chose de nouveau qui représente ce nouvel espace. Mais on a parlé, alors j'aime pas trop le terme de storytelling, mais on doit aussi ancrer, je pense, cette identité dans notre histoire, dans notre culture. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve à des degrés différents dans les différentes propositions, mais je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête dans la réflexion. Donc vous voyez ça avec deux étages, grosso modo, la population qui porte ce nom et puis après le rayonnement qui vient presque naturellement. Oui, mais je pense qu'on aura, quel que soit le nom qui soit choisi, on aura, à partir du moment où on construit cette identité, où il faut qu'on soit convaincu nous-mêmes de nos propres atouts pour aller ensuite les promouvoir à l'extérieur. Et c'est toute la démarche qui est celle qui est engagée, encore une fois, qui est très, très constructive. Et ensuite, après, il nous appartiendra à l'équipe régionale, évidemment, avec l'ensemble des acteurs du territoire, de se mobiliser autour de cette même bannière pour aller la promouvoir à l'étranger. Et vu l'étendue de nos atouts, que ce soit sur nos productions locales, sur la région en tant que destination touristique, je suis assez confiante pour l'avenir de notre région. Justement, derrière vous, on voit le canal du Midi actuellement. Vous allez prendre une nouvelle responsabilité lundi dans la continuité de votre mandat régional, le CRT, Comité régional du tourisme. Oui. Le tourisme, un vecteur économique d'importance pour l'avenir de ces 13 départements qui aujourd'hui constituent la région. Bien sûr, c'est la deuxième économie régionale. On connaît l'importance de cette économie à la fois donc pour notre activité, puis dans la manière dont elle structure aussi le territoire régional. C'est 110 000 emplois sur la région. Aujourd'hui, nous sommes la 4e région touristique, mais... Je suis sûr qu'on peut encore s'améliorer. Et donc, c'est un enjeu fondamental pour notre région. Et je remercie Carole Delga qui m'a fait cette confiance de me confier donc la présidence du comité régional du tourisme.
Le comité régional du tourisme, c'est en fait une agence, un organisme qui dépend de la région et qui rassemble tous les acteurs du territoire, que ce soit les acteurs territoriaux, office du tourisme, agence départementale, et aussi les acteurs économiques, toutes les organisations professionnelles, les réseaux consulaires, parce que le tourisme, c'est un domaine qui est extrêmement transverse et où le comité régional du tourisme, en fait, doit être à la fois le bras armé de la région dans la déclinaison de la stratégie régionale, aussi l'outil de promotion, de visibilité de la région et de l'ensemble des destinations qui composent la région, justement, à l'international, et aussi un soutien pour tous ces acteurs, pour leur donner l'information pour savoir comment évolue le tourisme, comment évoluent les attentes des consommateurs, pour s'assurer que tous ces acteurs qui constituent l'offre touristique, les hôteliers, les restaurateurs, l'hôtellerie de plein air, on est la première région en matière d'hôtellerie de plein air, tous ces acteurs économiques et institutionnels peuvent justement faire vivre l'offre touristique pour qu'elle soit la mieux adaptée aux attentes des touristes qui viennent chez nous. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez impulser? On peut mieux faire avec les mêmes moyens? Il y a encore du potentiel. Je crois que c'est 30 millions de touristes sur Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon qui chaque année nous visitent. Oui, 50 millions de mités sur la région. Oui, c'est considérable, mais on est un carrefour, une terre qui a des atouts qui peuvent jouer sur toute la période de l'année. On a bien sûr la question littorale qui est un produit d'appel formidable, on le sait ici à Montpellier, mais c'est avec l'annonce de la présidente pour le plan littoral 21, pour la montée en gamme. La fameuse croissance bleue qui va commencer l'année prochaine. Oui, et donc pour la montée en gamme de l'offre d'hébergement touristique sur le littoral. Mais le littoral, c'est un produit d'appel, mais ça ne recouvre qu'une seule partie de la région. Plus de la moitié de la région sont des zones de piémont ou de montagne, avec le tourisme vert, le tourisme nature. Bien sûr, la chaîne des Pyrénées, qui est une destination formidable qui doit être valorisée. On en parlait, un patrimoine culturel, à la fois artistique, au travers des festivals, mais aussi au travers des musées, une offre culturelle très, très importante, sans doute, qui mériterait d'être valorisée, mise en cohérence, avec plus de visibilité, un patrimoine architectural extraordinaire, naturel, bien sûr, des sites naturels qui aujourd'hui ont été valorisés sur Midi-Pyrénées autour de la politique de grands sites, avec tout autant de sites naturels en Languedoc-Roussillon. Donc des richesses extraordinaires. Moi, il y a aussi un domaine que je trouve on pourrait encore développer. On est une région viticole d'excellence aujourd'hui. Et on pourrait en faire un atout touristique autour de l'œnotourisme qui profite à la fois à nos productions viticoles, agroalimentaires et puis à l'attractivité touristique. Donc vous le voyez, on a énormément de choses à développer. Le potentiel est là, énormément de choses ont déjà été faites, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Il y a une prévision d'assises du tourisme qui est pour la fin d'année pour justement mettre tout le monde en raison, en cohérence. Parce que vous l'avez dit, c'est une réalité transversale. Oui. Et le CRT ne fait pas tout. Le CRT, il est un peu au centre, mais il accompagne surtout. Oui, le CRT, c'est un petit peu le lieu d'échange, le Parlement du tourisme, dans lequel un lieu de discussion pour mettre en commun les énergies et les idées et construire ensemble. Parce que c'est tout le défi. C'est un environnement extrêmement concurrentiel, le tourisme, mais à l'échelle de la région, si on veut être compétitif, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, il faut à la fois aller vers l'excellence, se servir de l'émulation, mais aussi mettre en commun les énergies pour bâtir ensemble. Parce que si on reste cloisonné et morcelé, c'est pas comme ça qu'on peut se donner une visibilité importante. Et donc, une visibilité importante, particulièrement à l'international, où c'est à l'échelle de grandes destinations qu'on peut être visible. Donc, c'est ça le rôle du CRT. Au-delà de ça, dans la construction de la stratégie régionale pour le développement économique, la dimension tourisme a un intérêt particulier. Oui, Carole Delga a indiqué qu'elle avait en tête de rencontrer l'ensemble des acteurs. Donc, le CRT travaillera, bien sûr, à la demande de la présidente pour animer cette réflexion, on espère, d'ici la fin de l'année. Alors, vous nous avez dit 110 000 emplois. Est-ce qu'on peut encore développer de l'emploi à partir du tourisme? Est-ce que vous avez déjà des prévisions, une vision sur ça? Bien sûr, les estimations qu'on peut avoir, je pense qu'on pourrait se donner comme horizon. Si on se dit que si on augmente de 20% la fréquentation touristique, c'est à peu près 20 000 emplois supplémentaires qui pourraient être créés sur la filière. On a aujourd'hui une question de l'emploi qui est particulièrement prégnante sur la région, avec
de la création d'emplois, mais aussi une forte démographie, donc un chômage qui reste préoccupant. Et c'est la possibilité, les métiers du tourisme, d'employer des personnes localement, avec, si on travaille dans le sens de la montée en gamme de l'offre aussi, une qualification de ces métiers, avec à la clé de la formation et de l'insertion professionnelle. Donc on a là à la fois un outil très fort pour l'activité économique, mais aussi pour l'insertion de personnes dans l'emploi. Vous pensez qu'on a compris en France et dans la région que le tourisme, c'était pas uniquement une petite chose et que c'était vraiment un moteur, d'autant que c'est un secteur, même au niveau mondial, qui est le plus dynamique en termes de croissance? Oui, je pense qu'on a, c'est très clairement identifié comme un levier de croissance économique sur lequel on doit investir. Ça a été très clairement une priorité dès le début du quinquennat. Oui, avec M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui a pris la compétence. Pour justement accentuer la dimension de promotion à l'export. Donc non, c'est vraiment une priorité du gouvernement. Justement, je vous parlais d'une augmentation de la fréquentation de 20%. C'est un objectif qu'on pourrait tout à fait se donner au niveau régional, mais qui est aussi un objectif national. Il nous reste 1 minute 30. Virginie Rosière, ça fait maintenant 2 ans que vous avez cette responsabilité publique au niveau du Parlement européen. Ça valait le coup de passer en politique? C'est formidable. C'est formidable parce que c'est l'occasion justement de faire vivre ce projet qui me tient à cœur et qui tient à cœur de toute la famille politique à laquelle j'appartiens, qui est le projet européen. Alors c'est une période difficile. On a parlé du référendum britannique. On voit aussi la montée de la xénophobie un peu partout en Europe, parce que ce projet européen aujourd'hui est en crise. C'est une très grande responsabilité qui est la nôtre, de redonner du sens, de remettre de la solidarité européenne au cœur du projet européen. C'est un combat quotidien, c'est un combat passionnant, sur des très belles valeurs. On est aujourd'hui à la croisée des chemins, mais avec l'ensemble de mes collègues, députés européens, socialistes et démocrates, c'est un projet que nous menons, un combat quotidien sur lequel nous sommes totalement engagés, et je suis fier de pouvoir le mener. En 20 secondes, est-ce que le politique peut encore changer le monde? Oui, si nous n'y croyons plus, si nous changer le monde, alors pas tout seul, le politique ne peut pas changer le monde tout seul. On n'est plus dans une époque où les décisions descendent d'en haut, mais avoir ce rôle de fédération des énergies, oui, c'est ça le cœur de l'engagement politique. Merci beaucoup Virginie Rosière. Lundi, vous allez prendre la responsabilité du CRT. Vous êtes députée européen pour le PRG et conseillère régionale. On vous suivra donc sans aucun doute avec vos nouvelles responsabilités régionales sur la question du tourisme. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on va parler politique et chasse. L'invité, ce sera Ferdinand Jaoul. Bonne journée sur France 3. Merci beaucoup.